Merci Madame le Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Mesdames, Messieurs. Je crois qu'il est prudent de commencer en indiquant que je me présente devant vous avec un certain handicap, en ce sens que je ne représente personne. Je ne suis membre d'aucune conférence, je n'appartiens plus tout à fait à la Cour de cassation, par ailleurs fort bien représentée, et de plus, je n'ai jamais géré la moindre juridiction, au point que je serais bien incapable de décrire par le menu le circuit d'une commande de crayon à billes pour un tribunal. Mon propos sera donc des plus généralistes et aura au moins un mérite, celui de la brièveté, en me limitant à certaines de nos propositions et sans m'engager dans la prospective, comme vient de le faire avec grand talent l'interlocuteur précédent. Je veux d'abord, comme cela a déjà été fait, remercier très chaleureusement Monsieur le professeur Bouvier, qui, tout au long de séances très denses, a toujours pris soin de protéger la liberté de parole de chacun. Il fallait du tact, de la patience, de la bienveillance, qualité dont notre président ne s'est jamais départi, et de vifs remerciements doivent également être adressés à l'équipe des rapporteurs, au premier rang desquels M. Maziot, équipe qui a eu bien du mérite à trouver une cohérence dans des discussions parfois très décousues. Je ne peux enfin m'empêcher de penser qu'il est très porteur d'appartenir au groupe de travail présidé par le professeur Bouvier, puisque parmi les personnes le composant, l'une a été promue procureur général, deux autres premiers présidents, et une autre encore proposée aux fonctions prestigieuses de membre du Conseil constitutionnel. Ce sentiment d'appartenance à une élite est très réconfortant. Si j'en viens à la matière de nos travaux, je fais partie de ceux qui avaient lu la lettre de mission avec une certaine appréhension. Je ne pouvais oublier que certaines critiques lancées contre notre organisation judiciaire pouvaient s'analyser en une dénonciation de l'absence d'indépendance de la justice. Or, à mon sens, il n'est nullement établi qu'il existe un lien direct entre le financement de l'institution et l'indépendance. Il est vrai, bien sûr, que couper les vivres à la justice reviendrait très grossièrement à porter gravement atteinte à cette indépendance, et même sans se rendre à cette extrémité, le caractère chroniquement indigent du budget de la justice conduit à certaines interrogations. Philippe Pingal-Montagnier l'a très bien dit tout à l'heure. Mais il me semble, malgré ces questions, que sauf en situation de crise majeure, telle que nous pourrions la rencontrer si un parti non républicain accédait au pouvoir, il semble présomptueux d'avancer que cette insuffisance récurrente des moyens procède d'une volonté délibérée de porter atteinte à l'indépendance plutôt que de la faiblesse des marges de manœuvre et de la nécessité de répartir la pénurie dans un contexte budgétaire des plus contraints. Plus généralement, je pense qu'il pourrait être dangereux de diffuser l'idée d'une absence d'indépendance de la justice. Nos concitoyens pourraient finir par le croire. Bref, je craignais, et bien évidemment à tort, à la lecture de notre rapport, des présupposés allant à l'encontre de mes propres convictions. Je suis donc rassuré de voir à quel résultat nous sommes parvenus au terme de débats parfois francs et constructifs, on pourrait dire, au Quai d'Orsay. Mon propos s'ordonnera autour de deux idées. Je voudrais d'abord très brièvement évoquer les pistes que nous n'avons pas retenues et ensuite diriger le projecteur sur quelques-unes de nos propositions. Et cet inventaire n'aura bien sûr rien d'exhaustif, la matière a déjà largement été abordée. Alors commençons par ce que nous avons écarté. Au final, nous avons écarté 3 modèles d'organisation. Nous n'avons pas retenu le modèle pouvoir public, dont il a déjà été question et dont il sera encore question, je crois, par la grâce duquel l'autorité judiciaire aurait arrêté elle-même le montant des crédits nécessaires à son fonctionnement. Et je ne suis sûrement pas le seul à être rassuré que la raison l'ait ici emporté
Même s'il y a lieu de se plaindre de la pauvreté chronique de la justice, il aurait été grave en quelque sorte de faire sortir l'institution de tout arbitrage républicain des besoins fondamentaux de la nation sous la responsabilité du gouvernement et le contrôle du Parlement. Nous avons de même écarté le modèle contrôle de l'État par lequel notre budget aurait été défendu non plus par le ministre de la Justice, mais par le Premier ministre, à l'instar du Conseil d'État et de la Cour des comptes. C'est que la justice n'est pas à proprement parler chargée du contrôle de l'État, et une telle réforme n'aurait pu se faire, à supposer qu'elle aurait pu aboutir qu'au prix d'une pirouette intellectuelle. Il nous arrive quelquefois de causer quelques ennuis à des membres de l'exécutif, mais cela ne fait pas de nous une institution chargée du contrôle de l'État. Nous avons enfin échappé à un modèle inédit selon lequel l'autorité judiciaire aurait discuté son budget directement avec le Parlement. Il me paraît suffisant de dire ici, en citant l'expression imagée d'un membre du groupe, que nous risquions d'en sortir, je cite, « les reins sains d'un tonneau ». Nous avons donc écarté les thèses les plus radicales. C'est dire encore que nous n'avons pas retenu l'idée d'une centralisation de l'administration de la justice au bénéfice de la seule autorité judiciaire qui resterait à définir, mais dont on comprend que, très logiquement, elle aurait à sa tête le premier président de la Cour de cassation, ce qui aurait consisté à réunir en une seule main le contrôle juridictionnel, professionnel et matériel de tous les magistrats. Et je me crois autorisé à dire que, à ce stade, une telle organisation poserait précisément question du point de vue de l'indépendance des juges, soumis à un triple pouvoir de contrôle, à une triple dépendance. Il est habituel ici de citer le modèle du Conseil d'État, mais le Conseil d'État est précisément un modèle qu'il ne faut pas toujours suivre. Nos conclusions, donc, tendent plus raisonnablement, en harmonie avec celle du rapport sénatorial de la commission Basse, à une meilleure association de l'autorité judiciaire à la discussion budgétaire, sans pousser jusqu'à l'autonomie de la décision, propositions numéros 6, 8 et 19. Et j'en arrive aux quelques points sur lesquels je voudrais brièvement insister. C'est ici qu'intervient la nécessaire distinction entre autonomie de décision et autonomie de gestion. Pour la décision, il s'imposait, je viens de le dire, de mieux associer l'autorité judiciaire à la fixation du budget de la justice. Et le CSM paraît à cet égard constituer un échelon pertinent, à la condition bien sûr de lui donner les moyens d'exercer cette mission très technique, moyens aujourd'hui hors de sa portée. C'est la proposition numéro 20. Il serait de même normal de mieux identifier le budget de la justice judiciaire, proprement dite, aujourd'hui optiquement déformé par une forme de globalisation, proposition numéro 18. C'est pour la gestion que peut donc être revendiquée une plus grande autonomie, en mettant fin à la régulation budgétaire, il en a été largement question, en limitant les crédits fléchés, en récompensant les gestions vertueuses, voire en supprimant le caractère limitatif des frais de justice, propositions 14, 15 et 17. Il va enfin de soi qu'une loi de programmation permettrait non seulement de fixer des objectifs, mais aussi de conférer une plus grande sécurité au budget de la justice. Proposition numéro 13, je n'insiste pas plus sur ces points. Et je veux réserver mes dernières observations à 2 points de notre rapport. Le premier concernant le CSM, l'autre une proposition que je vais qualifier de subliminale, d'évolution, que ses partisans n'ont pas réussi à transformer en proposition. Sur le CSM, le rapport évoque la possibilité d'ériger cet organe constitutionnel en pouvoir public, et c'est une revendication déjà ancienne formulée par le CSM lui-même, qui arrêterait donc lui-même son budget que le Parlement serait tenu de voter en l'état, proposition numéro 21. Alors cela peut étonner de voir le CSM ériger un pouvoir public, mais à y réfléchir, l'évolution se justifie. Il s'agit d'un organe indépendant, incarnant au plus haut degré l'indépendance de l'institution judiciaire, placé par la Constitution au plus haut niveau de la hiérarchie administrative. Sa reconnaissance comme pouvoir public serait en réalité la suite logique de la coupure avec la présidence de la République opérée par la réforme constitutionnelle de juillet 2008. La réforme serait fortement symbolique et peu coûteuse, le budget du CSM représentant une faible fraction du budget, par exemple, de la Cour d'appel de Paris. Il reste, et ce seront mes dernières observations,
une proposition qui n'a pas été formulée, en quelque sorte, la proposition non écrite numéro 22. C'est sur la création d'un programme propre à la Cour de cassation, telle qu'elle figure en page 104 de notre rapport, que je voudrais un instant m'appesantir. On trouve dans cette page 104 un tout petit deuxième paragraphe contenant l'idée que la reconnaissance de l'autonomie budgétaire de la Cour de cassation devrait être associée à l'instauration, je cite, d'un partage de la responsabilité budgétaire au sein de ce nouveau programme. En clair, il s'agirait d'introduire à la Cour de cassation la diarchie qui fonctionne si bien dans les cours et tribunaux, sauf si j'en crois à mon ami Philippe Lemaire par ses observations tout à l'heure. Et bien sûr, je présente toutes mes excuses à Monsieur le Premier Président de développer devant vous, Monsieur le Premier Président, ce sujet quelque peu urticant. En tout cas, c'était pour nombre de membres du groupe de travail un point de blocage, et c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de proposition numéro 22, mais seulement une timide et prudente évocation d'une éventuelle évolution dont les promoteurs ont obtenu de justesse que son statut ne soit pas celui peu glorieux d'une note de bas de page. Il reste que la discussion ne manquait pas d'intérêt. En effet, en dehors de la tradition, les adversaires de cette idée n'ont pas su, à mes yeux, trouver d'arguments vraiment convaincants pour s'opposer à une réforme qui pourrait, plus que toutes les autres, affirmer l'unité du corps judiciaire, sous réserve évidemment d'une mise aux normes du statut du parquet qui paraît maintenant à portée de main. Ainsi, notre rapport est-il riche, dense et, j'espère, prometteur. Je vous remercie.